Pierre-Charles, on démarre cet après-midi. On a donc une table ronde qui est composée avec les personnes qui sont là et la séquence sur l'historique avec Daniel Moati et puis quelques grands témoins qui nous feront le plaisir de venir nous dire finalement un peu en guise de conclusion et de synthèse ce qu'ils ont retenu de ces 50 ans et peut-être des 50 prochaines après tout. Projetons-nous ensemble. Pierre-Charles, je vous laisse l'animation. Cette dernière... troisième, pas dernière, table ronde, la première de cet après-midi. Alors merci d'être resté fidèle à notre rassemblement. Donc nous avons une table ronde là qui sera animée par Bruno Ribot, qui est le président d'ArcelorMittal Méditerranée. Stéphane Rousseau, qui est le directeur adjoint en charge des contrôles à bord des navires, au sein de la direction interrégionale de la Méditerranée. Donc ces navires dont on a beaucoup parlé, mais qui, évidemment, la surveillance est difficile, il nous l'expliquera, et voilà. C'est important de pouvoir le faire. Alors, Dominique Robin a parler de Christine Juste, qui est là. Je ne vois pas bien d'ici, mais c'est peut-être elle qui arrive, avec Muriel Andrieux-Semel. Voilà. Donc Christine Juste, bonjour. C'est adjointe donc à la mairie de Marseille en charge de l'environnement et qui nous fait le plaisir de venir s'exprimer au sein de cette assemblée. Et puis Catherine Fernandez, qui est une chercheuse bien connue, la directrice de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale. Alors c'est la partie naturelle des émissions et des implications dans le système et qui, bien entendu, concerne la qualité de l'air et des recherches extrêmement intéressantes. Et elle a pris, disons, la présidence du conseil scientifique d'Atmosud. Et puis, donc, Serge Jauvert, qui est à la fois élu de la commune de Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes, un peu à l'ouest de Nice, et qui est aussi président d'une association de défense de l'environnement, et qui a développé avec Atmosud et d'autres soutiens un indicateur de la qualité de l'air local. Il va nous en parler, je suppose. Et nous allons commencer donc. Donc on va respecter l'ordre qu'on avait, puis on rajoute Serge, toi. Alors, Monsieur Ribot, si vous voulez bien prendre la parole. Alors, soit vous restez là, soit vous allez au pupitre. C'est peut-être mieux que vous alliez là-bas. Je vous laisse le choix. Si vous me proposez d'aller au pupitre. Ah ben oui, bien sûr. Donc ArcelorMittal est un adhérent historique de Atmosud, bien sûr. Un gros émetteur, personne ne l'ignore. Et voilà, donc vous allez nous parler des efforts qui sont faits pour réduire ces pollutions. Okay. À vous, Monsieur Ribot. Écoutez, merci, Monsieur le Président Maria, Monsieur le Directeur, Madame l'adjointe au maire de Marseille, Monsieur le Vice-président, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs. Donc, d'abord, merci de m'avoir invité à cette table ronde sur le futur, en fait, de l'industrie. Moi, je le prends comme une table ronde sur le futur de l'industrie, lors d'une journée qui célèbre en fait les 50 ans d'Atmosud, donc qui est à la fois pour nous une institution incontournable et indispensable pour les progrès de notre écosystème global. Alors si vous me permettez, d'abord, je voudrais vous parler de l'acier. Alors l'acier, c'est au cœur des chaînes de valeur aujourd'hui, et ça sera un matériau qui restera au cœur des chaînes de valeur de demain. Nous savons aujourd'hui que nous aurons besoin d'autant d'acier, soit environ 1,8 milliard de tonnes en 2050 et en 2100, et ceci même dans un monde qui aura achevé sa transition, sa mutation vers une économie qui sera plus respectueuse de son environnement. Alors, au passage, pour donner des ordres de grandeur, l'Europe, c'est uniquement 6% de cette production, et la France, dont Foss fait partie,
c'est environ 0,8% de cette production totale d'acier aujourd'hui au niveau mondial. Donc, outre sa polyvalence, l'acier a aussi une propriété merveilleuse, c'est qu'il est recyclable à l'infini, et il est recyclable de façon aisée grâce à ses propriétés magnétiques. Et aujourd'hui, ça en fait le matériau de base qui contribue le plus en volume à l'économie circulaire, puisqu'aujourd'hui, il est recyclé à 95%. C'est d'ailleurs sur cette propriété sur laquelle on va s'appuyer pour accélérer notre feuille de route de la décarbonation, et ça sera notre premier pilier, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, à contrario, si on regarde nos procédés actuels, ils ont été mis au point au cours du 19e siècle, et donc ils ont fait l'objet d'une optimisation accélérée au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, et aujourd'hui, on atteint un certain nombre de limites techniques, physiques, thermodynamiques de ces procédés, qui expliquent aussi les niveaux d'émissions qu'on rencontre, que ce soit les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre ou que ce soit aussi les niveaux d'émissions des autres émissions, en particulier celles des particules. Et ça, c'est lié au fait qu'on utilise le charbon aujourd'hui comme élément réducteur pour transformer le minerai de fer. Alors aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de décarboner cette industrie, au niveau mondial, l'acier représente environ 6% des émissions totales à effet de serre de notre globe. Alors c'est la raison pour laquelle on fait, pour une industrie comme la nôtre, depuis 2 décennies, l'adaptation au changement climatique et à la réduction en fait de notre empreinte fait partie ou est la priorité principale à laquelle nous devons nous attacher. Donc depuis environ une vingtaine d'années, on a investi considérablement pour réduire cet impact environnemental. On est un investisseur sur la région de long terme, puisque sur les 20 dernières années, on a investi plus de 1,5 milliard d'euros, dont environ 15% pour réduire notre empreinte environnementale. Alors, ces investissements ont amené un certain nombre de résultats, puisque sur la dernière décennie, on a environ réduit notre impact global de l'ordre de 50%, mais on doit encore, et pour répondre à l'attente des riverains et de l'ensemble de l'écosystème dont on fait partie, on doit encore accélérer, et c'est ce qu'on cherche à faire. Alors, je voudrais simplement citer le dernier exemple en date, qu'on a d'ailleurs présenté lors de notre dernière CLIE, qui est l'investissement qui concerne donc la réduction des émissions de poussière sur la partie de notre process qui en émet le plus. Donc c'est une réduction qu'on vise sur cette partie du process de l'ordre de 40%, qui va avoir un effet d'abaissement global de ce niveau d'émission de 15% pour l'ensemble de notre site. Donc c'est un investissement de 25 millions d'euros qui a été soutenu et qui a été aidé par la région, et ça aussi c'est une première il y a quelques années, et à hauteur grâce au fonds FEDER. Donc cette démarche de réduction de notre empreinte environnementale, elle s'inscrit aussi dans un cadre plus global où, en tant qu'industriel, on a vraiment compris qu'on doit s'orienter vers une industrie qui est plus ouverte et qui est aussi plus responsable. Et c'est la raison pour laquelle, en 2019, ArcelorMittal, en Europe, a décidé de s'engager dans la démarche Responsible Steel. Et donc FOSS, j'ai le plaisir et la fierté aussi que nous avons été certifiés en 2021. Et donc, aujourd'hui, ça nous aide à avancer plus vite pour une production responsable et éthique de l'acier. Alors, ça comprend aussi un certain nombre d'engagements. L'engagement à lutter contre les gaz à effet de serre, à accélérer la voie de notre feuille de route décarbonation, mais aussi à prendre en compte de façon beaucoup plus structurée les attentes des parties prenantes, et en particulier celles des riverains. Donc à ce titre, ArcelorMittal, on est vraiment très intéressé
par toutes les démarches qui sont des démarches qui engagent les différentes parties prenantes. Bon, je suis arrivé dans la région il y a un peu moins de 5 ans, mais je pense que la région a une avance de ce point de vue-là qu'elle doit conserver. Alors, je voudrais citer S2PI, je voudrais citer aussi la démarche réponse, et bien sûr, plus récemment, la démarche du laboratoire territorial industriel qui a été lancée par la préfecture de région, qui sont des démarches qui doivent nous permettre de passer d'une situation de confrontation entre l'industrie et les riverains à une situation où on essaie de construire ensemble des solutions meilleures et le plus rapidement possible. Donc dans ce cadre, à ArcelorMittal, on pense que réellement Atmos Sud, dont nous sommes partenaires, est essentiel pour créer les conditions d'une évaluation pertinente et indépendante de notre impact environnemental. Et ça nous sert à comprendre quels sont nos problèmes, à comprendre notre impact et à le cerner de meilleure manière, et donc de proposer des solutions qui vont permettre de résoudre. Donc pour nous, Atmos Sud, c'est vraiment au centre de ces préoccupations qui sont celles de notre écosystème. Si je viens maintenant plutôt vers une situation de futur, et au passage je vois qu'on n'a pas fait avancer les transparents, donc on peut avancer si vous voulez sur les transparents suivants, sinon c'est pas très grave. On est en train de lancer une transformation industrielle, une véritable révolution, comme on n'en a pas connu sur les 50 années de notre vie industrielle dans cette région. Et nous savons comment faire cette décarbonation aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, nous y travaillons depuis plusieurs années. Nous connaissons les solutions et nous nous sommes engagés à réduire ces émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 35% en 2030 et à atteindre un point d'émissions zéro en 2050. Alors les technologies et les solutions, on les a. Elles sont parfois déployées sur certaines de nos installations ailleurs dans le monde. Alors, comme je l'ai dit précédemment, on va s'appuyer sur 3 axes, dont le premier, c'est la recyclabilité de l'acier. Et ça, c'est aujourd'hui et maintenant à Fos. Ça a démarré avec l'investissement du Fourpoche, qui est un investissement de 73 millions d'euros, qui est soutenu par le plan France 2030. Et donc, il va démarrer en début d'année prochaine et qui nous permettra d'abattre un premier niveau de 10% et qui sera suivi aussi par le four à arc électrique qui nous permettra en fait de nous appuyer beaucoup plus sur la consommation de ferraille et donc d'électrifier une grande partie de notre production en arrêtant un des 2 hauts fourneaux. Au-delà, on utilisera le deuxième axe de notre transformation et de notre feuille de route de décarbonation qui consiste en fait à remplacer le charbon comme élément réducteur. Donc le charbon est responsable des émissions de gaz CO2 et CO dans nos process par de l'hydrogène comme élément réducteur. Alors avec ces 2 axes, on abat environ 80 à 90% de nos émissions actuelles de gaz à effet de serre. Il reste 10 à 15 à 20% qui seront capturés, séquestrés, voire transformés. Donc, en utilisant aussi, en implémentant cette feuille de route de décarbonation, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est aussi vertueuse, cette feuille de route, d'un point de vue émissions environnementales, parce qu'en fait, on va réduire notre empreinte d'un facteur... alors, bon, les calculs détaillés restent à faire, mais moi j'estime qu'on aura au moins une amélioration de l'ordre de 80% par rapport au niveau actuel. Donc la contrepartie, c'est qu'il nous faudra beaucoup plus d'énergie électrique qu'aujourd'hui. Et ce qui m'amène à ma conclusion, c'est que la décarbonation de notre industrie à Fos, elle a démarré aujourd'hui, et c'est aujourd'hui et maintenant, mais cette décarbonation qui va nécessiter des investissements considérables et on a réellement besoin du support des politiques publiques
pour pouvoir construire ce futur meilleur. Donc ce support des politiques publiques, on en a besoin dans deux directions, qui sont aussi des besoins européens, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe puisse continuer à avoir accès à une énergie à des coûts acceptables et comparables à ceux des autres marchés extérieurs à l'Europe. Et le deuxième point, qui est aussi important, c'est que l'industrie doit être aidée et protégée vis-à-vis de la compétition à l'extérieur de l'Europe, qui, aujourd'hui encore, ne suit pas tout à fait les mêmes règles. Alors avec ces conditions, moi je suis extrêmement optimiste sur le futur d'une industrie possible, qui soit beaucoup plus respectueuse de son environnement qu'elle a pu l'être dans le passé. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre ou à débattre. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Bruno Ribot, parce que votre exposé montrait tout le cycle, hein, toutes les implications que cela met en lumière, hein, et qu'il n'y a qu'à Faucon. Hein, il faut pouvoir boucler ces cercles, hein, vous l'avez bien rappelé, et on voit bien à quel point le levier énergie, hein, qui est actuellement très prégnant, va peut-être inciter à pouvoir faire les investissements nécessaires, et en espérant que ce soit un cycle vertueux. Encore merci pour votre intervention. Et nous allons donc, excusez-moi, ne pas laisser dérouler trop de temps, passer la parole tout de suite à Stéphane Rousseau, hein, qui va nous montrer, alors on a pas mal parlé des navires, mais va nous dire comment on peut agir, hein, pour, alors cette fois, contrôler. Alors vous avez eu des démonstrations de drones, hein, tout à l'heure, je pense qu'il va en reparler. Hein. Merci. À vous, Monsieur Rousseau. Oui, Stéphane Rousseau, donc je suis adjoint directeur intergénéral de la mer et je suis en partie chargé de toute la problématique sécurité des navires, prévention des pollutions et aussi signalisation maritime et différentes sécurités de la navigation. Alors pour cette présentation, l'idée c'était d'avancer, de voir qu'est-ce qu'on faisait au niveau de la DIR Méditerranée. Ça fait plusieurs années que la DIR est créée, ça fait plus de 10 ans maintenant. On est une institution qui à la base s'appelait les Affaires Maritimes et qui a changé de nom pour un nom assez joli sur la mer, mais qui n'est pas forcément toujours visible. Et même si l'institution Affaires Maritimes est assez vieille, on ne fera pas l'historique, mais souvent, ce qu'on a constaté il y a à peu près 7-8 ans, c'était un déficit de communication, un déficit de connaissance en fait, du rôle des affaires maritimes et notamment des centres de sécurité qui sont au sein des directions interrégionales de la mer, notamment sur le rôle de la prévention des pollutions et de la lutte contre les pollutions. Et quand on parle lutte contre les pollutions, il y avait l'aspect pollution maritime que vous connaissez sous l'angle souvent hydrocarbures, sur lequel on participe aux enquêtes, mais également l'aspect lutte contre les pollutions relatives à l'air et la pollution notamment couverte par la Convention Marpol annexe 6 sur la pollution de l'air par les moteurs marins. Et dans ce cadre-là, ça fait plusieurs années, donc ça fait même plus de bientôt 20 ans, que l'Europe a mis en place un certain nombre d'exigences. Et ces exigences n'ont pas cessé d'augmenter depuis 20 ans, et petit à petit, on a réussi à réduire, alors que ce soit avec l'Europe ou que ce soit aussi avec les organisations internationales comme l'OMI, à réduire le seuil de soufre contenu dans les combustibles marins. Là où à terre, aujourd'hui, pour ceux qui le savent, on est à un seuil de 0,001 de teneur maximale en soufre. Aujourd'hui, pour les moteurs marins, quand vous êtes à quai, vous êtes à 0,1, donc 100 fois plus. Et quand vous êtes en mer, c'est 0,5 au maximum. Donc ça fait 350 fois plus. Toujours est-il. Donc pour dire globalement, la DIRM et CCSN est chargée chaque année d'effectuer environ 216 contrôles sur des navires à l'échelle de la Méditerranée, donc à savoir Occitanie, région PACA Corse, région PACA et Corse.
Et sur l'année 2022, on a réussi à faire 241 inspections de navires. C'est-à-dire que là, ce sont vraiment des inspections qui sont faites à bord. Et durant ces inspections, on peut aller jusqu'à aussi prendre des prélèvements de combustible et les faire analyser. Donc, dans un laboratoire agréé qui est situé sur Martigues, pour s'assurer véritablement la conformité. Donc, dans les inspections, on vérifie énormément de choses. On vérifie la conformité des moteurs, on vérifie la conformité des scrubbers s'il y a un système de lavage des gaz d'échappement, on vérifie la conformité bien évidemment des combustibles qui sont embarqués, vérifie qu'il n'y a pas de combustible interdit et autres. Donc ce petit graphique vous permet de voir que en fait, depuis 2017, je suis remonté qu'à 2017, ces chiffres ils sont relativement stables, hein, on est à peu près aux alentours de 200 contrôles par an et on atteint tous nos objectifs. Depuis plusieurs années, on n'avait quasiment aucun contrôle négatif, hein, j'allais dire depuis 2-3 ans, c'était bien calmé. Depuis 2018, on n'avait plus de contrôle négatif et puis cette année, on a renforcé un peu le ciblage et on a eu 4 contrôles, 4 infractions sur des navires de charge. Aucun sur des navires à passagers, mais uniquement sur des navires de charge. Et ces 4 infractions, aujourd'hui, sont poursuivies dans le cadre d'une procédure judiciaire par le parquet de Marseille. 2022 aussi, on a eu, c'était très long, les procédures peuvent être très longues, puisque 2022, on a soldé une procédure qui concernait un navire à passagers qui datait de 2018, quoi, donc c'était assez long. Et aujourd'hui, grâce aux évolutions un petit peu de la réglementation, on va dire judiciaire, il y a des procédures judiciaires qui sont beaucoup plus rapides. Et en l'espace de quelques mois, là où des fois ça pouvait prendre plusieurs années, on est passé sur des systèmes, alors là ce serait plus le procureur qui vous en parlerait, à des systèmes beaucoup plus rapides qui permettent d'avoir des conventions et des accords entre, j'allais dire, la partie concernée et la justice, et d'arriver à solder assez rapidement ces affaires en ayant des sommes assez cohérentes et assez persuasives pour éviter le risque de réapparition. Donc ça c'est quelque chose qui évolue. On a eu une en début d'année. Aujourd'hui, on est quasiment en phase finale et le solde de cette infraction. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que plus on peut poursuivre rapidement, plus ça se sait, plus il y a de communication et plus on avance. Ça, c'est pour un petit peu le travail, j'allais dire, au quotidien. C'est assez important. Et sur l'année 2022, on a essayé de développer aussi, parce qu'il y avait aussi cette pression environnementale hein, qu'on ressentait bien depuis des années, notamment au travers de l'action, je vais dire, civile, un petit peu de toutes les associations qui nous demandaient mais que fait l'État, c'est quoi, quels sont ces navires qui polluent sous les fenêtres. Je pense notamment à Nice, on est venu assez fréquemment, il a fallu expliquer, notamment lors des fameuses réunions PPA, on est intervenu pour dire mais si, l'État fait bien quelque chose. Et concernant les navires, c'est la DIRM. C'est la DIRM qui fait ces contrôles. Ceci dit, on a essayé de renforcer cette communication. Et on s'est dit, il faut aller plus loin quand même. Donc on s'est tourné vers l'Agence européenne pour la sécurité maritime, qui est une émanation européenne, hein, qui est basée à Lisbonne, et qui nous a proposé une solution, j'allais dire, drone, pour une campagne de mesures sur le Grand Port de Marseille, pour nous permettre de vérifier la conformité des émissions de gaz des navires. Donc, là, on se base sur les SOx, c'est le seul paramètre sur lequel on peut facilement avoir un retour. Et on a eu cette solution drone qui nous permettait, sur des vols, à peu près 4 heures de vol par jour, un vol c'est 1 heure, d'avoir une appréciation de la qualité des émissions d'oxyde de soufre au-dessus des navires. Donc là, on est vraiment dans le panache des navires, que ce soit à quai ou que ce soit aux approches portuaires. Donc ça, c'était un peu une première d'avoir dans cette enceinte portuaire, véritablement, durant 4 mois, hein, de septembre à fin décembre, fin septembre à fin décembre, cette surveillance des navires. Donc c'était quelque chose qui était assez intéressant et qui nous a permis de nous assurer, de nous rassurer, puisque 80 rapports de navires ont été faits en route ou à quai. 79 sont conformes, donc ça c'était un petit peu le côté relativement satisfaisant.
avec une grosse focalisation sur les navires de croisière, puisqu'on avait bien cette présence permanente dans des navires de croisière qui sont très ciblés, avec des problématiques d'émanation de fumée soulevées par la société civile. Donc 40% des contrôles ont concerné les navires de croisière, 20% ont concerné les ferries, eux aussi très ciblés par les problématiques de panache de fumée, même si aujourd'hui la majorité, non seulement pour la Corse, sont raccordés électriquement, il y a toujours ces problématiques de fumée, notamment dans les phases transitoires associées au démarrage des moteurs. Parce que même si vous êtes raccordé électriquement durant toute la durée de l'escale, il y a un moment, il faut, je veux dire, on ne repart pas avec la prise. Il n'y a pas un fil. Donc on est bien de repartir à un moment avec les moteurs. Et là, au redémarrage, c'est la difficulté. On a des navires qui sont des fois un peu plus vieux, et puis parce que aussi c'est la conception aussi d'un moteur diesel, ça fume. Et souvent, les critiques, elles se focalisent sur le redémarrage, sur un régime transitoire qui peut durer quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, le temps que le moteur reprenne sa puissance nominale, qui tourne à plein régime, et non pas un sous-régime ou qui favorise, j'allais dire, l'apparition de fumée. Donc tous ces éléments-là, c'est pas parce qu'il fume un peu au départ, ou même beaucoup pour certains, que pour autant il n'est pas conforme par rapport aux exigences internationales et européennes. Donc voilà ce qui a été fait, 60% de navires à passagers, 40% sur les cargos, un seul cas non conforme, et ça correspondait à un cargo. En même temps, cette expérimentation avec un drone qui était assez conséquent, c'est à peu près de la même taille du plus gros que vous voyez dans la salle, qui était opéré quand même dans ce projet avec l'agence européenne, qui nous a mis à disposition totalement, je ne vais pas dire gratuitement, mais en fait, ni plus ni moins, c'est l'Europe qui a payé le projet. Et on a réussi à pouvoir assurer cette campagne. Et derrière, il y avait une collaboration européenne dans le sens où l'EMSA a proposé le drone. Il y a un opérateur qui est un opérateur grec qui, eux, assurait le pilotage du drone sur place. Et en même temps, ce drone, il est équipé d'un capteur développé par une société finlandaise qui s'appelle Aeromon. Et tout était automatisé. Ce qui faisait qu'en un instant, on avait en permanence la communication des images du drone, que ce soit dans le visible, que ce soit dans le thermique, pour bien se positionner dans le panache, mais également les mesures de tout ce qui était CO2, SOx, enfin SO2 et NO2. Donc qui permettait d'avoir tous ces paramètres. Et ces paramètres, ces données qui ont été obtenues au niveau des panaches des navires, elles ont été transférées justement, offertes à Atmosud justement pour avoir une meilleure identification aussi des, on va dire, des puits de production de NOx dans le cadre de la qualité de l'air ambiant. Donc ça, c'est un pari intéressant pour nous, c'est de dire voilà, on essaie de fournir ces documents à Atmosud pour qu'ils puissent aller plus loin et avoir une meilleure connaissance de ces puits de production de NO2 par les navires quand ils sont à quai ou même dans les approches. Donc les cas, c'est différent. Deuxième point qui nous a pris pas mal de temps en 2022 et qui va nous poursuivre pour l'année 2023, en parallèle, c'était parce que l'acceptabilité des navires de croisière était de plus en plus remise en cause, que ce soit sur toutes les villes littorales, notamment je pense aux villes un petit peu enclavées comme Nice, Toulon, Marseille, et qui ont cette difficulté à avoir cette difficulté, cette problématique de qualité de l'air et de pic de pollution. On a décidé, la DIRM, au travers de ce qu'on appelle le document stratégique de façade, qui est porté par les préfets coordonnateurs de la façade Méditerranée, donc c'est à savoir le préfet de la région PACA, mais aussi le préfet maritime. Il y a eu une action dans ce document stratégique de façade qui devait aboutir à la création et la rédaction d'une charte pour la croisière durable en Méditerranée. Donc ça, c'est des engagements que l'on a mis en place, qu'on a négociés avec les principaux armateurs de la croisière au niveau mondial, et c'est une première mondiale dans le sens où aujourd'hui la majorité des armateurs de la croisière ont signé cette charte, elles se sont engagées à respecter 13 engagements. Alors c'est un début, et sur ces engagements, il y a des engagements qui portent sur les déchets, des engagements qui portent sur les interdictions de rejet des eaux usées en mer, même si c'est autorisé dans le cas de l'OMI. L'idée, c'est d'aller plus loin
que la réglementation internationale le permet aujourd'hui. Donc, même si ça peut paraître par certains des petits à-coups, on va quand même beaucoup plus loin. On anticipe la création de la zone CK en Méditerranée qui rentrera en vigueur en mai 2025. On essaye d'avancer plus loin. Donc, sur ces 13 engagements, je partirai que ceux qui sont liés à la pollution atmosphérique. Il y a un objectif de minimisation des SOx, donc c'est l'anticipation, avec progressivement à moins de 5 000, puis après, au-delà des 12 000, être tout de suite à 0,1, alors qu'il pourrait être à 0,5. Minimisation des NOx en cas de pic de pollution, c'était aussi une réponse, puisqu'avec cette problématique de pic de pollution, notamment à l'ozone, avec les NOx, l'idée c'était de les pousser, de dire voilà, si vous avez des navires aujourd'hui qui sont conformes aux exigences de l'OMI type Tier 3, donc applicables depuis 2021, il faut nécessairement, on veut que vous engagiez à ce que vos navires équipés de systèmes de réduction catalytique, ils soient mis en service de façon à réduire à peu près de 80% les émissions de NOx. Donc ça, c'est des exigences qu'on essaye qu'on a portées, ils se sont engagés à le faire dès lors que le navire était conforme, et nous, on les pousse en même temps à aller plus loin, à renforcer le renouvellement de la flotte, puisque la problématique sur les NOx, même si on crée dans le futur une zone NECA, donc là vraiment pour NECA Méditerranée, ça va prendre plus de temps. Personnellement, je ne crois pas que ça sorte avant 2027-2030, le temps des négociations et des signatures. Il faudra bien penser que c'est une convention qui n'est pas rétroactive. Et un navire, il est construit pour 30 ans, voire plus. Si c'est un ferry, ça peut être 40 ans. Donc, il ne sera applicable que pour les nouveaux navires. Donc, si on attend 2030 pour avoir un effet sur les NOx, pour les plus gros navires, notamment les navires de croisière, il faut essayer de les inciter à construire dès à présent des navires conformes aux exigences Tier 3, avec ce seuil à peu près rabaissé à 80% par rapport aux émissions de niveau 2000. Stéphane, on va te laisser conclure. Voilà, si tu et veux bien. en 2 secondes... Les fumées, pareil, c'est parce que c'est une grosse problématique qui n'est pas couverte par l'OMI. On travaille dessus pour essayer de les réduire et les forcer, en cas de fumée, à passer à d'autres combustibles. Et l'autre dernier point, réduction des vitesses. Plus on réduit la vitesse, moins on produit de fumée. Voilà. Merci Monsieur Rousseau. La densité des informations que vous nous avez apportées montre l'enjeu de la question. Je salue au passage Marc Reverchon, qui était intervenu à Toulon, qui est la méridionale, avec le beau projet qu'ils ont mené à terme d'équipement d'un bateau sur un filtre, je vais qualifier de filtre à particules, en boucle fermée et pas rejet à la mer. Bravo. Une petite modification dans ce programme. Il y a la continuation de cette table ronde, et après on a ce qu'on avait appelé donc un peu l'histoire, les témoins de cette période. Robert Assante viendra avec nous. On avait prévu une intervention de Laurent Michel, le directeur général environnement-climat. Il le fera en vidéo, mais il a des contraintes assez sérieuses. Il voudrait pouvoir intervenir à 15h30, donc on va le faire. Donc on va interrompre la présente table ronde un moment, et on va passer la parole tout de suite à Christine Juste pour la ville de Marseille. Elle a dit qu'elle tient dans le temps. Super. Donc la ville de Marseille, vous voyez, l'adhérent de l'Atmosud, c'est la métropole, le département qui ont des compétences, mais la ville de Marseille, une grande ville comme Marseille, peut aussi s'investir, et c'est ce qu'ils font. Donc il y a des relations avec Atmosud qui sont importantes, et c'est bien de pouvoir en faire état. Alors allez-y Christine, à vous. Oui, merci, bonjour. Alors bien évidemment, en tant qu'élu à l'environnement, à la lutte contre les pollutions et d'autres choses, je dois réaffirmer que les Marseillaises et les Marseillais sont en droit de respirer un air sain. Donc Marseille est de retour, vous l'avez entendu, sur les grands enjeux de notre ville, et la qualité de l'air en fait partie. Notre équipe municipale est attachée à la lutte contre la pollution environnementale, et on témoigne, d'abord la pétition du maire, on a beaucoup parlé navires ce matin, je n'étais pas avec vous, mais j'imagine que ça a dû faire l'objet de pas mal de débats. Vous avez tous entendu parler de la pétition de Benoît Payan. Pour une zone CK et EK, vous en avez parlé juste avant moi, et la fin de la pollution maritime. Alors,
entre le moment où le maire a lancé la pétition et nous avions accueilli une eurodéputée écologiste qui est justement partie prenante, Karima Deli, de ce sujet, on était assez optimiste, mais effectivement l'Europe parfois peut faire un pas en avant et puis 2 pas en arrière. Les lobbies, souvent, ils sont pour quelque chose et peut-être qu'on n'aura pas ces zones ECA et CECA aussi vite que nous le souhaiterions à Marseille, à Nice, à Toulon, à Ajaccio. La ville a rejoint en 2022 l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air. Là aussi, c'est une forme de lobbying parce que malheureusement, nous n'avons pas toujours les leviers que nous souhaiterions pour agir sur la qualité de l'air. Donc, il faut faire preuve de lobbying. Et cette alliance nous a donné lieu en octobre dernier aux premières journées de la qualité de l'air, brillamment animées par Admo Sud. Voilà, et nous avons évoqué de nombreux sujets sur le territoire marseillais. Nous avons également adressé une demande au gouvernement d'intégrer la spécificité d'une ZFE mixte sur Marseille, terre-mer, harmonisée quant aux contraintes atmosphériques, l'alignement du monde maritime sur les enjeux de santé, là aussi vous en avez parlé, prise en compte des émissions particulières, et tout ça, nous demandons d'être partie prenante d'un groupe de travail national auquel nous estimons que Marseille doit être associée. D'ailleurs, en parlant de lobbying, justement, l'Alliance qualité des collectivités pour la qualité de l'air a fait partie d'une mission flash de l'Assemblée nationale pour justement demander, comme notre élu également en mobilité l'a fait, que la ZFE comprenne également pour les villes qui étaient concernées, qui avaient le bonheur ou la malchance d'avoir un port à proximité, que la ZFE comprenne éventuellement cette zone portuaire. En 2023, nous confirmerons l'engagement de Marseille sur cette question avec notre conventionnement avec Admo Sud. Nous collaborions déjà à de nombreuses reprises avec Admo. Je pense au contrôle que vous avez effectué au port de Callelongue pour la surveillance de H2S. La veille, vous ferez partie du comité de vigilance sur le site l'Aigremente. Et nous voulons marquer qu'Admo Sud est un acteur incontournable de la ville sur ces sujets. Parce que Marseille souhaite disposer d'éléments objectifs sur les priorités de réduction à la source des émissions atmosphériques et l'accompagnement à la mise en place de la ZFE. Nous avons besoin de connaissances validées par l'expertise scientifique d'Admo Sud et qui répondent aux besoins du territoire de Marseille. Cette convention partenariale pluriannuelle de 3 ans devrait être votée au prochain conseil municipal de février. Et je m'en réjouis. Par ailleurs, la ville de Marseille va lancer une étude quantitative des impacts sanitaires, une EQIS. Nous l'avions annoncé d'ailleurs lors de la journée qualité de l'air. Une première réunion se tiendra dans la première quinzaine du mois de mars en lien avec la Santé publique France, Admo Sud, l'ADEME, l'ORS et l'ARS. Ce partenariat doit nous permettre de coupler les enjeux climatiques aux enjeux de qualité de l'air qui y sont très liés. L'intervenant précédent a parlé justement de décarbonation. Vous le savez, la ville de Marseille a obtenu le label 100 villes décarbonées, une ville climatique neutre à l'horizon 2030 et bien évidemment climat et pollution sont souvent liés. La ville a également rejoint S3PI puisque même si nous n'avons pas sur notre territoire d'industrie polluante, bien évidemment nous en récupérons par contre les fumées. Donc c'est pour cela que nous avons souhaité faire partie d'ailleurs du conseil d'administration de cette association. Nous travaillons également sur le développement des déplacements alternatifs à la voiture, la cyclo-logistique, le plan vélo, les rues pacifiées aux abords des écoles, tous ces sujets autant importants portés par Audrey Gatian, autant de chantiers que nous défendrons auprès de la métropole afin d'obtenir une meilleure donne pour Marseille avec ma collègue Perrine Prigent pour peser sur la transformation de l'espace public et accélérer grâce à la loi 3DS. La qualité de l'air intérieur est également une priorité de la ville dans les écoles, les crèches avec Pierre-Marie Ganosi et Sophie Guérard. Première cause de mortalité environnementale, le sujet de la qualité de l'air est un sujet majeur pour notre municipalité qui, comme vous voyez, fait déjà l'objet d'un travail conjoint sur les différents volets de la politique de la ville que sont les pollutions environnementales, les enjeux écologiques, les transports, la mobilité et l'établissement scolaire et d'accueil de jeunes enfants. Je viens d'évoquer de nombreux projets en lien avec l'innovation scientifique et j'en profite pour saluer, je crois qu'il y a à nos côtés une personne représentant AMU et l'IMBE. Ce sont des laboratoires avec qui nous avons envie de travailler puisqu'ils nous apportent aussi bien pour les enjeux environnementaux, l'écologie, de nombreux soutiens. Mais on ne peut pas parler d'innovation sans parler d'innovation sociale. Et l'implication incroyable des citoyens sur ces sujets doit être citée. Je pense à Aircarto,
Air Citoyen, l'Institut Éco-Citoyen, Cap au Nord, etc. Et tous les lanceurs d'alerte qui ont souvent devancé l'action politique sur notre territoire. Donc merci à Atmosud d'avoir convié la ville de Marseille pour célébrer ses 50 ans. Merci beaucoup. Hein, c'est direct, c'est clair, c'est net. Bravo, bravo, bravo. Bon, alors, peut-être voir si... parce que là, on va pas... Alors, du coup, on est un petit peu en avance, et vous l'avez compris, on ne va pas pouvoir démarrer la séquence suivante. Non, je crois qu'Alain Arcucci, ce matin, avait demandé à prendre la parole. Je me tourne vers toi, Alain. Mais oui. N'est-ce pas l'occasion? Oui, ça te va? Attends, on va te distribuer un micro. Je ne sais pas, par contre. Moi, je t'ai parlé d'un sujet du problématique de la personne que sa fille est incommodée par la pollution. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Alors, bon, c'était plutôt la discussion de ce matin. Est-ce que quelqu'un souhaiterait faire du coup une intervention courte? Vous avez compris, on a 5-6 minutes, donc c'est l'occasion pour les personnes à qui on n'a pas pu donner la semaine, Alain Trédé, si tu veux bien nous dire quelques mots, ça serait super. Et évidemment, dès qu'on a monsieur Laurent Michel en ligne, vous nous faites signe et on bascule hein, pour la visio. Merci. Je rebondis sur la personne précédente, sur les contrôles par les drones, par l'Indien. Nous, l'État de Toulon, on s'inquiète de ces contrôles parce que est-ce qu'ils sont prévus à l'avance? C'est-à-dire que quand vous allez sur le bateau et vous contrôlez que les carburants sont bons ou pas bons, je veux dire, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le changement de carburant, qui doit se faire dans les 5000 des côtes, peut-être ne se fait pas. On le voit d'ailleurs, nous, quand on est au bord de la plage, les changements de fumée, quand ils changent le carburant, ça se voit très nettement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on voudrait avoir beaucoup plus de contrôle par drone. L'État de Toulon, on nous oublie un peu, parce qu'il y a Marseille qui est une très très grande métropole, Nice, mais tout le monde est un peu oublié. J'insiste bien là-dessus. Donc ça, c'est sur les contrôles sur les navires. Ensuite, sur la même pollution, si vous voulez, c'est la recherche de SO2. Vous avez dit, et c'est vrai, que ça s'est énormément baissé. Cependant, nous, on essaye de voir, et j'ai demandé à Sylvain si on pouvait avoir des petits capteurs de SO2, parce que beaucoup de plaisanciers se plaignent encore d'avoir des odeurs, d'avoir des suies qui retombent, etc. Donc, est-ce qu'on peut, malgré tout, avoir ces contrôles-là? Et le dernier point, c'est sur le nombre de ces contrôles. Vous en avez parlé de 200 et quelques dans l'année. Est-ce qu'on peut en avoir plus? C'est une autre question. Alors, je vais essayer de répondre. C'est bon, vous entendez? Oui. Assez brièvement. Donc, non, les contrôles sont inopinés. C'est un principe dans le cadre de ce qu'on appelle par le contrôle par état du port. Les navires ne sont pas prévenus. Donc, on vient à bord, on vient vérifier. Il y a un ciblage qui est opéré par un système informatique qui est piloté par l'agence européenne, mais les contrôles sont inopinés. Donc, ils ne sont jamais prévenus. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur les contrôles, si on n'est pas fait tant que ça sur Toulon, c'est parce que aussi les navires ils bougent un petit peu et qu'on essaye de focaliser sur le trafic le plus important, et parce qu'aussi les contrôles, on va dire, quand il s'agit de faire des prélèvements, il faut qu'on ramène le combustible jusqu'à Martigues, où il y a un seul laboratoire agréé. Ça, c'est les problématiques après de justice. On a un seul laboratoire agréé, et en cas de procédure pénale, s'il n'est pas agréé, la procédure tombe. Donc c'est perdu. Augmenter le nombre de questions de contrôle. On a fait 240 cette année sur l'ensemble de la façade. Je ne sais pas si c'est forcément la bonne solution si on est à 99% conforme. On pourra toujours augmenter. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Enfin, après, il y a un moment, c'est le temps, l'effort par rapport au nombre d'écarts qui sont souvent aujourd'hui liés à une méconnaissance. Les 4 cas qu'on a eus sur Marseille,
enfin 3 sur Marseille et 1 sur Martigues, soit c'est une méconnaissance parce que c'est des bateaux qui n'avaient pas l'habitude de venir à Marseille et voire en Europe et qui sont un peu plantés, soit les autres, je vais presque dire, c'est presque le contrôle du drone qui les a fait paniquer et ils se sont plantés dans les opérations. Voilà. D'accord. On a quand même un peu du mal à croire qu'un professionnel ne soit pas au courant des procédures. Vous voyez, j'avoue que l'argument me semble un petit peu... Après, si vous êtes face à la personne, vous savez, les navigations, elle n'est pas que marseillaise. Il y a des personnes qui le font. Effectivement, c'est le problème, c'est que c'est international. Sinon, on aurait réglé nos problèmes marseillais ou marseillais. On parle d'une réglementation européenne et des bateaux. Il y a des bateaux aussi qui sont des fois uniquement sur le bassin sud-méditerranéen et qui ne viennent pas sur la partie nord. Donc ça arrive. Il y a quelques navires et c'est cela on essaye de les cibler parce que typiquement, on sait qu'il peut y avoir un déficit sur des compagnies qu'on appellerait des one-ship companies, des petites compagnies qui ont peut-être qu'un navire en exploitation et qui font un espèce de tramping plutôt sur la façade sud et qui n'ont pas forcément... Donc là, effectivement, je peux vous le garantir, la personne, c'était en l'occurrence un commandant indien, n'avait pas la pleine connaissance de la chose, même si c'est une obligation. C'est couvert. Non, mais c'est quand même assez inquiétant. Ça veut dire que l'ONI ne fait pas son rôle le constat, et après, on n'est pas là pour excuser, hein, on est bien d'accord. Okay, bon, enfin, disons que je trouvais que l'argument était pas tellement, comment dirais-je, dire qu'ils n'étaient pas au courant. Enfin, bon. Par contre, si je divise, c'est la réalité. Mais c'est dramatique. Je vais rebondir sur le nombre de contrôles qui ont été faits rapidement, puisque je vois qu'il y a très peu de temps. 267, ça vous avez dit, 240, divisé par 2 régions, 120 donc par région. Hein, vous avez dit Occitanie et PACA Corse. 120, les deux tiers étant assurés sur le GPMM. Ça fait pas beaucoup. Les 2 tiers sur le GPMM, madame. Sur le GPMM. Oui. Excusez-moi, je rebondis dernière question. Plus 80 par drone. C'est important. C'est sur la longueur des escales. Vous avez parlé tout à l'heure des ferries. On s'est rendu compte que les ferries qui font une escale de moins de 2 heures n'ont pas besoin de se brancher à quai. Le problème, c'est que Mme Rousseau, qui était votre ancienne directrice à Marseille, qui est devenue la directrice des ports de la CCIV à Toulon, a dit ce matin sur le journal que ces escales pourraient durer 2 heures et demie. Le problème, c'est que pendant ces 2 heures et demie, tous les moteurs marchent en permanence. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a su, et on s'est rendu compte l'an dernier, puisqu'on a fait, on a essayé de relever les escales de tous les navires, il y a 80% des navires, des ferries, qui font des escales en été de moins de 2 heures. Ça veut dire que les navires continueront toujours de polluer. Est-ce que vous avez une solution pour cela ? Alors, j'imagine que vous parlez des navires de Corsica Ferries. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez une convention entre Corsica Ferries et le port de Toulon qui prend en charge une partie du surcoût, puisque pour les navires, pour les escales qui font moins de 2 heures, la convention entre le port de Toulon et la Corsica Ferries fait que pour le navire, quand il arrive à proximité du port de Toulon, bascule, même pour une durée d'escale inférieure à 2 heures, à du 0,1 à l'entrée du port, avant l'entrée du port. Donc il est déjà en 0,1 comme s'il l'était pour une escale plus longue de 2 heures. Donc ça, c'est pris en charge financièrement par la CCI. Donc au final, quand il arrive, il est à 0,1% pour une escale de moins de 2 heures. Micro à Barbara. Bien, écoutez, je vous propose sur ce sujet, puisqu'on a encore quelques instants, Monsieur Michel. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire plus à ce niveau-là. Sur les 2 heures, il n'y a que le moteur, que les groupes électrogènes qui tournent. Les moteurs principaux sont bloqués, mais ils tournent à 0,1%. Comme s'il était pour une escale de 2 heures. Alors c'est vrai qu'il y a cette charte qui est en particulier pris par... alors c'est le Toulon, c'est la métropole qui prend en charge. Ça, je laisse là, je réserve la discussion entre la compagnie et la métropole, mais ce que je vous propose, parce que je sais qu'elle va devoir aussi s'absenter, on a eu un magnifique travail, beaucoup l'ont suivi, qui s'appelle Skipper, qui se clôture en ce moment, on commence à avoir les premières publications, et je propose de donner la parole à Barbara Dana, qui en a été une des chercheuses les plus actives, alors avec une équipe qui était très très largement européenne. Barbara, tu as quelques minutes, tu l'as compris, pour nous faire part finalement de ces travaux, et on avait aussi des drones. Alors je voudrais juste rebondir sur les activités en liaison à la pollution de l'air. On a participé avec Atmos Sud à différents projets nationaux et surtout à un gros projet européen qui s'appelle SKIP, qui a lieu dans différents ports européens, 2 fois sur le port de Marseille.
où on a validé certains des outils que vous avez présentés, c'est-à-dire les drones, aussi d'autres méthodes de mesure optiques qui peuvent être aussi positionnées à l'entrée des ports, justement pour contrôler en temps réel les émissions des navires, et en allant bien au-delà seulement du soufre, mais aussi en regardant les NOx, les particules fines, le carbone, et voilà. Donc je pense que c'est important que ce projet soit aussi connu par toutes les personnes et toute la région et toutes les communautés qui sont intéressées sur la qualité de l'air à Marseille. Oui, pardon, je me permets de rebondir, Pierre-Charles, parce que en fait, après cette journée qui nous a un petit peu occupés, la mission de Stéphane, qui est à droite, là, enfin, à votre gauche en l'occurrence, ça va être de faire une restitution de ces travaux de Skipper, avec les premières publications. Et donc, on avait promis ça il y a un certain temps. Le temps scientifique n'est pas forcément le temps de l'actualité, mais en tout cas, on commence à avoir des premiers résultats intéressants. Et donc, en février ou mars, on vous réunira pour partager ces travaux avec, évidemment, les équipes de recherche. Vous serez en première ligne. Alors, je constate que Alain Arcucci, alors c'est Elisabeth Pelliccio. Elisabeth, on t'écoute, et puis dès qu'on a le signal, on est attentif. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je reviens, j'interpelle M. Soul concernant, alors je me présente, je suis la présidente du comité d'intérêt de quartier de Saint-André, juste en face des bateaux, le croisière. Voilà. J'aimerais savoir à quelle heure les drones volent, parce que je vous invite, monsieur, à venir vers 7 h le matin. Quand ils arrivent les bateaux, vous verrez, il y a beaucoup de fumée. Hein. Et lorsque aussi le Corsica Linéa, il rentre le soir, croyez-moi, il y a beaucoup de fumée. Alors, il faudrait trouver, peut-être essayer de voir tôt le matin et un peu tard le soir, lorsqu'ils rentrent ces bateaux, pour pouvoir faire des mesures adéquates. Merci. Et ils sont faits à quai comme à l'arrivée ou au départ. Dans les deux cas, on les a fait. Dans les trois cas. Et dans les trois cas, ils étaient tous conformes. Mais encore une fois, on est sur une focalisation... Avec le micro. Pardon. Oui, dans les trois cas, aussi bien, c'était là l'intérêt de l'expérimentation, c'était justement les voir à l'arrivée, en navigation. Et en navigation, en fait, on a bien la conformité, comme quoi même les qui sont équipés de scrubbers, c'était conforme. D'un point de vue NOx, mais attention, la problématique, d'un point de vue SOx, pardon, la problématique SOx, c'est ce qu'on peut aujourd'hui mesurer facilement. Mais il ne faut pas... le SOx n'est pas la solution à la problématique de fumée, parce que vous pourrez avoir des fumées conformes, enfin des fumées avec des SOx conformes. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que la réglementation internationale ne porte pas, dans la réglementation maritime, sur les fumées ni sur les particules fines. Et c'est bien là la difficulté. Elle existe sur les NOx, elle existe sur les SOx, mais elle n'existe pas sur les fumées. Et c'est la difficulté sur laquelle on essaye de travailler justement dans le cadre de la charte pour essayer de réduire, trouver des solutions pour les forcer, et c'est l'intérêt, à les forcer à réduire, à passer des fois sur d'autres combustibles, trouver d'autres solutions. Mais on n'a pas d'autre choix que d'être dans une espèce de travail en collaboration, parce qu'on n'a pas la loi avec nous. Et on est dans un état de droit, quoi. Alors, on a la chance d'avoir des amateurs un peu en avance, très en avance, parfois un peu trop en avance, si je vous me permettez cette formule. Marc Reverchon, quelques mots peut-être sur ce fameux filtre à particules qui est une première mondiale, et donc nous on l'a souvent souligné, avec des performances qui sont réelles. On était un petit peu venus torturer vos ingénieurs pour voir les résultats. Ça marche? Oui, ça marche, même s'il y a toujours des petites difficultés de mise au point, des sacs qui se déchirent, enfin bon, bref. Mais après avoir travaillé sur la connexion électrique d'un Guéraquet, qui ont été les premiers en 2017, on s'est dit qu'il fallait ne pas seulement traiter les navires quand ils étaient à quai, et qu'ils émettaient aussi un certain nombre de polluants, et parfois même beaucoup plus lorsqu'ils étaient en approche de ces quais, et qu'il fallait après une demi-heure pour les débrancher, enfin, etc. Donc, et on s'est donc engagé sur un système de filtre à particules, qui est un système tout à fait différent des scrubbers. Filtre à particules, qui est en fait une adaptation marine, qui ne va pas de soi, de ce qui se passe dans un certain nombre d'installations à terre, que sont les incinérateurs
les cimenteries, etc. Et la particularité, donc on l'a développé, on l'a mis en service définitivement en septembre de l'année dernière, ça marche. Ça permet d'utiliser des combustibles lourds qui, au niveau des rejets, rejettent moins que s'ils étaient à 0 à 1%, puisque c'était la référence tout à l'heure, et qui surtout ont l'énorme avantage. Dans le nôtre, il va traiter les NOx également, les oxydes d'azote, et il traite la totalité des particules fines, ultra fines, et même les plus fines, celles de 0,1 micron, qui rentrent dans le sang. À 99,9%, ça c'est une avancée importante qui augmente le panel des solutions qui sont possibles à mettre en œuvre pour traiter les pollutions. Alors on ne parle pas des gaz à effet de serre, on parle bien des polluants atmosphériques que sont les oxydes de soufre, d'azote et les particules, et les métaux lourds. Voilà, Merci, Monsieur Reverchon. Merci beaucoup. Nous avons maintenant en ligne Monsieur Laurent Michel, qui est le directeur général énergie-climat. Et nous l'avions sollicité, il a aimablement répondu oui, j'interviendrai lors de vos 50 ans. En fait, il devait intervenir un peu plus tard, mais il est occupé. Notre volonté, c'était de le faire participer comme grand témoin, parce que moi, j'ai le souvenir de la fusion. À l'époque, c'était Qualitaire et Hermarex, et Robert Assante est là. Et nous avions signé, lui et moi, et qui était présent pour représenter l'État, Philippe Le Danvic, qui était le DREAL Provence-Côte d'Azur à l'époque, et Laurent Michel, qui était avec nous pour cette signature. Bon, c'était un pas vers la régionalisation et les efforts qu'on mène en commun. Monsieur Laurent Michel, si vous voulez bien prendre la parole, nous vous remercions. Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que je ne perturbe pas trop, mais j'aurais pu attendre. L'ordonnancement des tables rondes a été... merci beaucoup pour cette invitation à participer à votre manifestation qui effectivement célèbre les 50 ans de la création de la surveillance de la qualité de l'air par la forme associative donc dans la région PACA, célèbre aussi la dynamique créée par les acteurs, les membres de ces associations, les salariés, aujourd'hui salariés d'Atmos Sud et donc des associations qui l'ont précédé, pour travailler sur la qualité de l'air, sur sa mesure, sa surveillance, mais aussi évidemment, et peut-être même surtout, en tout cas au moins c'est de manière importante, sur l'éclairage qu'on donne à l'action grâce à la mesure à la surveillance pour améliorer la qualité de l'air, limiter les conséquences des pollutions dans les situations d'urgence, par exemple, etc. Et effectivement, comme l'a dit M. Maria, j'ai le souvenir d'être venu quand j'étais directeur de la prévention des pollutions et des risques pour assister à la première étape de la fusion. Vous avez été une région à 3 réseaux et vous aviez effectivement, vers 2006-2007, fusionné Hermarex et Qualitaire, et puis ensuite Airfobep a rejoint pour rejoindre le schéma qui a ensuite été introduit par la loi d'une association par région. C'est aussi le résultat finalement, on a vu ces structures évoluer. Moi, il y a 30 ans et quelques, en région Lorraine, on crée, j'étais à l'ADRIR et dans mon premier poste, on crée la 3e association pour couvrir tout le territoire. C'est monté petit à petit. Ensuite, ça s'est rassemblé. Je voudrais remercier tous les acteurs qui ont toutes ces années œuvré pour non seulement rassembler les associations, mais développer leurs actions pour la mesure, la surveillance, l'information, les études et le débat sur la qualité de l'air. Et c'est vrai, on peut, si on se remet, on va, je dirais, à la fois se mettre en arrière, mais surtout ensuite parler du présent et du futur du travail de ces associations. D'abord, dire finalement, il y a 50 ans, les acteurs, sous l'impulsion du ministère de l'Environnement qui débutait dans sa carrière ministérielle, ont construit un modèle original petit à petit où on a confié cette surveillance sous une forme non pas de surveillance institutionnelle par un organisme d'État, mais par un organisme associatif rassemblant tous les acteurs, mais avec évidemment les exigences au-delà de l'indépendance, de la qualité, de la professionnalisation, et donc avec le système d'agrément. On a couvert petit à petit tout le territoire et donc rassemblé
structure, avec une structure par région, et dans certaines même, si ça n'a pas été votre cas, avec la fusion des régions, ensuite encore une autre étape il y a 5-6 ans. Et donc un travail, un long chemin parcouru sur une mission essentielle, hein, la mesure à surveillance. D'abord, elle permet de suivre l'évolution des polluants, d'évaluer et ensuite de définir avec plus de justesse les actions, les politiques à mettre en place pour avoir un air plus sain. Et donc, une méthodologie fiable et solide, par la mesure, par des modélisations avérées et des évaluations assez robustes de l'impact des politiques, constitue un thermomètre indispensable, évidemment, de toute action de réduction de la pollution. Alors, c'est suivi, évidemment, il nous montre, et on peut non pas s'en réjouir, mais le constater quand même avec intérêt, toutes les mesures au niveau des émissions avec les inventaires du CITEPA, mais les mesures donc, de surveillance par les ASCOA montrent une amélioration notable de la qualité de l'air au cours des dernières décennies. On a eu des réductions entre 2000 et 2021, 60% des émissions d'oxyde d'azote par exemple, et 53% sur les particules fines. Tout ça, c'est pas rien. Et on a vu aussi les valeurs moyennes, les nombres de jours de dépassement des valeurs limites diminuer. En même temps, on le sait, malgré ces progrès, c'est un enjeu majeur. On a un certain nombre de régions comme PACA où les valeurs limites de polluants, en particulier pour les oxydes d'azote, sont toujours dépassées dans certaines zones. Et on connaît le coût sanitaire en nombre de décès prématurés, même s'il diminue. On connaît aussi les coûts pour la société, pour la santé, mais aussi pour l'atteinte à la biodiversité, aux productions agricoles. Et même si ce n'est pas le levier, ce qui nous fait avancer, on a des contentieux nationaux européens qui rappellent la nécessité d'avancer, qui mettent en exergue l'importance et l'urgence des actions. Mais vous le savez, si vous êtes rassemblés là, d'abord il n'y a pas ou peu d'effets sans seuil, et le respect des valeurs limites actuelles n'est pas un objectif unique en soi, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est qu'un bout. Et vous savez que l'Organisation mondiale de la santé a établi en 2021 une nouvelle ligne directrice dans laquelle elle abaisse significativement les teneurs recommandées dans l'air extérieur pour un certain nombre de polluants, dont les particules et le dioxyde d'azote. Et alors là, si on regarde ces valeurs plutôt guides, presque tout l'ensemble du territoire français est au-dessus des valeurs pour les particules fines, donc y compris votre région, et 90% des agglomérations pour le dioxyde d'azote, et qu'on calcule, ça fait 8 habitants sur 10 en PACA, et sûrement pas loin de la même chose ailleurs. Donc il faut poursuivre. Et donc on a un débat européen avec une proposition de la Commission européenne de réviser la directive sur la qualité de l'air ambiant, avec de nouvelles valeurs limites pour les prochaines années, peut-être avec des échéances, et ça sera évidemment un cadre pour nos futurs plans d'action pour la qualité de l'air. On aura aussi, bien entendu, les polluants directs, mais aussi l'ozone, qui devront être adressés. Ce projet de directive devrait nous demander aussi de renforcer les dispositifs de surveillance des États membres, avec un déploiement encore plus dense du réseau de surveillance. Il est demandé aussi, on voit apparaître un nouveau terme, on appellerait ça des super sites de mesure, avec de nombreux polluants, et au-delà des actuels, en ajoutant les particules fines, ultra fines, etc. L'ammoniac mesuré au même endroit, et puis évidemment aussi un renforcement de la modélisation, des projections, de l'évaluation des mesures seront demandées à notre dispositif de surveillance. Alors c'est un dispositif qui est quand même solide, particulièrement reconnu par sa couverture et sa qualité scientifique et technique. Plus de 720 stations de mesure en France, dont 70 opérées par Atmosud, ce qui sur plus de 70 sites est important, mais aussi un réseau qui a pris toute sa place dans les travaux de modélisation conduits en France. Et je dirais, on est toujours très attaché au sein du ministère. C'est quelque chose qui a connu, je pense, de réels progrès sur le fond, sur les méthodes ces dernières années. Le travail de toute une communauté, l'ensemble des ASCOA, votre association Atmo France, le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, les établissements publics qui le sous-tendent ou qui sont à côté comme l'ADEME et le ministère. On déploie ensemble un certain nombre
bien entendu, les normes, la qualité des mesures, mais aussi toutes les politiques d'open data, d'information, et aussi les choses où on souhaite aller plus loin. Et d'ailleurs, c'est aussi finalement un ensemble, on dirait ascendant et descendant maintenant, pour plus faire d'anglicisme. On a travaillé justement sur la base de travaux qui partaient d'initiatives régionales à regarder des nouvelles problématiques autour de polluants émergents qu'on identifierait comme problématiques. Le ministère avait saisi l'ANSES il y a quelques années et maintenant on déploie d'autres surveillances que les polluants réglementaires européens. On peut citer le déploiement des réseaux de mesure des pesticides avec les premières campagnes expérimentales. Maintenant, on va passer en continu. Et je crois que chez vous, vous suivez une quarantaine de pesticides depuis octobre 2021. On a aussi accru les moyens de mesure sur les métaux. Je crois que vous êtes aussi équipés, ou sur les précurseurs de l'ozone. Et puis, dans les polluants d'intérêt recommandés par l'ANSES, on avait les particules ultra fines. Et donc, on est en train de développer une stratégie de surveillance des particules ultra fines sur la zone de Fos-sur-Mer, au sens large. Un dispositif de mesure en continu est déployé depuis 2020. C'est important. Alors, ça nécessite effectivement que le maintien de cette performance et l'extension des travaux nécessitent un investissement méthodologique, humain et financier important. Ces dernières années, on a pu avec y compris de dotations exceptionnelles non reconduites chaque année, mais aussi avec une augmentation en base des budgets, avoir un soutien de l'État aux ASCOA renforcé ces dernières années. Le budget 2023 permettra de poursuivre la mise en œuvre de cette stratégie et aussi de prendre en compte les effets liés au prix des énergies et à l'inflation. Je crois que malheureusement, le temps où à budget égal on faisait la même chose est un peu révolu, il faut aussi en tenir compte. Et donc, ça va nous permettre de consolider les travaux de mesure, d'études, de modélisation sur ces nouveaux polluants, d'explorer aussi de nouvelles possibilités comme le déploiement des microcapteurs, sujet novateur à poursuivre en lien avec le LCSQ. Mais les associations, et Atmosud entre autres est particulièrement active, ne se limitent pas à la mesure. Je dirais quelques mots sur deux grands axes de travaux au quotidien. Les travaux qui permettent d'élaborer les actions de l'État, des collectivités, les actions groupées des acteurs pour évaluer les impacts de certaines politiques publiques quand on fait un plan de protection de l'atmosphère, quand on évalue nationalement ou localement les impacts de la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions des lois, dont la loi sur la mobilité, ou quand on quantifie les effets de mise en place selon des diverses stratégies de restriction de circulation des ZFE, zones à faible émission, c'est important. Quand il y a quelques années, on avait commencé plus modestement par des réductions de vitesse, où ça peut aussi accompagner des stratégies de développement de transport en commun. C'est évidemment, ces études par des hommes et des femmes experts dans le domaine et qui bénéficient de la confiance et du contact avec l'ensemble des acteurs sont précieuses pour illustrer l'impact des politiques, les endroits où l'impact est insuffisant, il faut aller plus loin. Évidemment, on a aussi des champs particuliers à traiter à la fois en termes d'études et d'expérience. C'est aussi important après de voir l'impact non seulement sur le papier, mais de le voir en surveillance. Et dans votre région, sur Marseille, voire Toulon et vous êtes Nice, vous travaillez au niveau des acteurs avec le soutien de l'État et des collectivités et du monde maritime à la réduction des émissions du transport maritime. Et c'est important de modéliser les impacts et de surveiller. Et c'est un sujet qui est reconnu comme d'importance pour les collectivités humaines concernées par ces travaux. Et puis le deuxième axe, c'est l'importance de l'information, de la connaissance, la diffusion dans tous les cercles, y compris les cercles moins experts, et donc parce que ça éclaire le débat. C'est le sens de notre démocratie, c'est pas uniquement une
des parties prenantes éclairées sur la qualité de l'air. C'est important de discuter. Parce qu'à un moment, il faut s'y connaître. Il y a des niveaux d'expertise en qualité de l'air, en aménagement, en transport, en industrie nécessaires pour rentrer dans certains détails, mais ce n'est pas uniquement ça, notre démocratie. C'est évidemment la démocratie élective, mais c'est aussi le partage de l'information à tous pour montrer les problèmes, les progrès, les enjeux, pourquoi il y a certaines actions. C'est aussi informer en cas de crise. Vous savez que il y a évidemment l'information en cas de situation d'urgence, mais il y a aussi l'information, mais aussi l'information fondée sur un déploiement et sur des mesures quand on a des... Vous avez vu encore un exemple récent en région Normandie, quand vous avez des incendies de certaines structures, type entrepôt ou autres, des questions se posent, les retombées, et les impacts instantanés, il est important de documenter par les mesures permanentes ou par les prélèvements, et donc d'informer. Donc finalement, et au-delà de ça, j'en conclurai un peu par là, c'est l'action d'Atmosud, c'est évidemment les équipes qui ont bien montré leur capacité à conduire l'ensemble des évolutions techniques dans les modes d'information, dans les modes de concertation, les études, développer la modélisation, les nouvelles surveillances, pour montrer aussi leur capacité à s'organiser, à se regrouper tout en maintenant le lien avec le territoire, mais c'est aussi, et ces équipes sont finalement la pointe émergée d'un iceberg multi-acteurs, d'une dimension multi-enjeux et multi-leviers de la politique en matière de la qualité de l'air. Je crois qu'il faut insister sur cette imbrication des acteurs. Les enjeux sont certes clairement identifiés, les leviers sur le papier le sont aussi, mais ils sont nombreux, complexes. Il y a des moments où on pouvait faire des gros gains avec une seule action. Maintenant, on est peut-être parfois plus diffus. Il faut agir sur un ensemble de sources. Il y a les zones à faible émission, mais on y ajoute le trafic maritime et ainsi de suite. Et puis, on ne doit pas nier que parfois c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'il est important de documenter, analyser, évaluer, échanger, communiquer. Et c'est important que vous soyez réunis aujourd'hui autour d'Atmosud et de tous les acteurs, de l'État déconcentré, en service déconcentré, des collectivités, des entreprises, des associations, des citoyens. Donc, il est important de continuer à travailler dans cette optique d'échange fondés sur des évaluations, des mesures transparentes, documentées. Je dirais en conclusion que Atmosud et ses trois parents qui l'ont précédé ont relevé trois, puis ensuite un fusionné, ont relevé de nombreux défis par le passé, ont su s'adapter, répondre aux évolutions multiples de la surveillance, de la modélisation et de l'information dans un territoire aux enjeux très spécifiques, grandes agglomérations, zones industrielles, zones maritimes, forte circulation, mais aussi précurseurs d'ozone. Le champ est vaste et complexe, fortes attentes sociétales, nouveaux défis devant nous, on va avoir un nouveau cadre réglementaire, on va devoir se dire c'est déjà compliqué d'atteindre les normes actuelles, mais comment faire pour aller plus loin, avoir de nouveaux dispositifs de mesure, les polluants émergents. Donc tout ça est un champ de travail pour de nombreuses années à venir, et le partenariat constructif établi entre Atmosud, tous les acteurs, et du point de vue spécifique de l'État, du ministère, des préfectures, de la DREAL et des établissements publics, nous souhaitons que ce partenariat avec tous les acteurs et avec l'État reste fructueux. Ça, c'est vraiment plus que jamais essentiel. Et bravo pour les 50 années qui viennent, et puis rendez-vous non pas dans 50 ans, mais rendez-vous très vite pour plein de sujets entre les zones à faible émission, les nouvelles normes, le transport maritime, les nouveaux polluants, comment un jour trouver des moyens pour réduire l'ozone, etc. Vous ne manquerez pas de travail, assurément, en PACA, mais ailleurs, bien sûr, avec toutes les associations et tous les acteurs. Merci. Merci à vous, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Et nous sommes très heureux que vous ayez eu l'amabilité de venir vous exprimer et de nous faire part de cette volonté commune que vous avez mis de travailler ensemble. Voilà, tout partenaire confondu.
Et puis ce pas d'avance sur la réglementation, hein, que vous avez mis en avant, la nécessité de toujours être en prospective, hein, par rapport à la réglementation qui se met en place, la faire mettre en place le plus rapidement possible. Merci encore, et puis à bientôt, je l'espère. Nous allons donc reprendre le cours de notre table ronde, hein, avec l'intervention de Catherine Fernandez. Donc, Monsieur Ribot a dû nous quitter, hein, il avait une urgence. Oui, ainsi que Madame. Et Madame Juste aussi, hein, voilà. Donc, pardon, hein. Donc Catherine, si vous pouvez... Alors si on peut envoyer les slides, s'il vous plaît. Dire un peu Fernandez. comment vous voyez, par l'œil du chercheur, hein, comment vous voyez les développements qui pourraient être menés en commun, ce que vous pouvez apporter, ce que l'association peut vous apporter. À vous. Bien, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je vais vous parler d'un sujet un peu plus spécifique, mais tout d'abord parler de la recherche et du lien entre Atmosud et les chercheurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau européen, national ou régional. On a des partenariats très forts entre Atmosud et la recherche, avec des projets, bien sûr. Vous avez déjà parlé des projets européens, mais aussi des contrats doctoraux avec des liens très forts, financés via l'ADEME, via la région ou via des projets de recherche qui permettent la formation par la recherche, de sensibiliser les jeunes docteurs et l'ensemble des étudiants à ces problématiques et avoir des personnes formées au niveau universitaire qui vont travailler sur le sujet. Alors, on a parlé depuis ce matin des polluants, on a parlé des composés organiques volatiles qui sont utilisés pour le nettoyage, qui sont sous forme gazeuse dans l'atmosphère et qui sont des polluants, mais au-delà de ces polluants anthropiques qui sont formés par l'homme, il faut savoir que les plantes sont les premiers émetteurs de composés organiques volatiles et que la production de ces composés par les plantes, qui représentent des quantités très importantes au niveau mondial, hein, c'est plus de 10 puissance 9 tonnes par an qui sont émis par les plantes, sont des acteurs aussi importants dans la chimie de l'atmosphère. Alors je voulais vous en parler parce que c'est des liens que l'on a avec Atmosud pour pouvoir simuler la chimie de l'atmosphère et la formation de certains polluants, de prendre en compte ces formations au niveau des plantes. Alors, les plantes émettent une quantité incroyable de molécules. Ces molécules sont très importantes dans la vie des écosystèmes. Par exemple, pour l'attraction, on connaît tous les odeurs des fleurs. Hein, ce sont des terpènes qui nous enchantent quand on les sent sur des fleurs et qui vont attirer les pollinisateurs et donc participer à la vie de la plante et à sa reproduction. C'est aussi des composés qui vont être des composés de défense très importants pour la plante, qui les protègent contre des stress comme les très fortes chaleurs, les très fortes radiations UV aussi, mais aussi de la sécheresse. Et l'on sait que ces facteurs, température élevée, sécheresse, sont très importantes en milieu méditerranéen. Et l'ensemble des plantes méditerranéennes sont de très forts émetteurs de composés organiques volatiles, tout simplement pour qu'elles se protègent. Il faut savoir que l'émission sur une feuille de composés organiques volatiles, c'est un peu une climatisation pour elles. C'est comme si vous soufflez sur votre main. Quand vous avez chaud, eh bien ça va vous rafraîchir. Donc ces composés sont aussi faits pour rafraîchir la plante. Et ça sert aussi contre les UV, donc c'est un peu leur crème solaire, on va dire, naturelle, qui leur permettent de supporter ces radiations très importantes. Sans ces composés organiques volatiles, les plantes ne peuvent pas survivre dans leur environnement. Ce sont aussi des composés qui sont très importants pour leur défense contre les agresseurs, des pathogènes, ce sont des antibiotiques, ce sont des antifongiques, on s'en sert, ce sont les huiles essentielles dont nous nous servons également,
contre certains de nos pathogènes et qui sont utilisés dans certains médicaments, ou contre certains herbivores. En émettant ces composés, ils vont être comme des répulsifs contre les herbivores, et même l'évolution va plus loin, puisque certains de ces composés organiques volatiles émis par les plantes, lorsqu'elles se font brouter, vont attirer des prédateurs de leurs brouteurs, et ces prédateurs vont les éliminer, et la plante va être sauvée. Donc on a une évolution très importante, et on voit que le rôle de ces composés organiques dans l'écosystème est très important. Ça, c'est leur rôle habituel. Maintenant, quand ils sont émis dans l'atmosphère. Et là, eh bien, dans l'atmosphère, ils vont faire partie de cette espèce de cuisine de la chimie atmosphérique et vont participer à former pas mal de composés que l'on voudrait voir ou que l'on ne voudrait pas voir. Alors habituellement, par exemple, on a un cycle de formation d'ozone et de destruction d'ozone lorsque l'on est en présence de radicaux OH et de composés organiques volatiles. Mais lorsqu'on a des oxydes d'azote qui sont produits par exemple nos voitures ou par nos usines, eh bien ces composés biogènes ne vont pas détruire l'ozone, mais vont contribuer à en produire. Et donc ce sont des acteurs de la formation d'ozone et donc de pollution. Autre exemple, en arrivant dans l'atmosphère, on peut avoir la formation d'aérosols secondaires issus de ces composés organiques volatiles biogènes qui vont avoir un impact, on le sait, c'est les particules dont on a parlé énormément jusqu'à présent. Mais c'est un rôle également positif puisque ça va être des petits nucléus qui vont permettre la formation des nuages. Et la formation des nuages, eh bien, ça va permettre de diminuer le bilan radiatif, de faire repartir une partie de la radiation solaire dans l'atmosphère et donc rafraîchir un petit peu notre atmosphère. Donc on voit que ces composés organiques volatiles sont vraiment importants pour la plante et dans la chimie de l'atmosphère et vont participer à certains polluants, d'où l'importance de les connaître, de les quantifier pour pouvoir travailler en relation avec Atmosud par exemple pour simuler les formations d'ozone ou d'aérosols. Alors un point qui est encore plus important, je vous ai dit que c'était des composés qui sont importants pour la protection de la plante contre des facteurs notamment abiotiques, contre les fortes chaleurs. Avec le changement climatique, on voit donc que les plantes vont être de plus en plus incitées à développer la production de ces composés organiques volatiles pour se défendre de plus en plus. Alors comment le changement climatique va impacter la formation de ces composés et comment ça va impacter notre qualité de l'air? Voilà pourquoi on est en relation très étroite avec Atmosud pour leur donner les éléments de recherche, puisqu'on a, pour pouvoir mesurer ces composés issus des plantes, on doit faire appel à des techniques de mesure particulières et des instruments qui sont uniquement dans nos laboratoires. Et ces plantes, on le sait également, notamment dans les forêts, ce sont des capteurs de CO2. Des capteurs de CO2 qui vont stocker le CO2 et qui vont faire diminuer ces gaz à effet de serre. Or, quand la plante absorbe le CO2, elle va en garder un petit morceau de ce carbone pour former les composés organiques volatiles. En temps normal, c'est un petit pourcent de tout ce qu'elle capte qui va être relargué dans l'atmosphère. Mais en cas de forte chaleur et dans le cadre du changement climatique, ce relargage du CO2 va pouvoir atteindre 30%. Un tiers du carbone qui aurait dû être stocké dans la plante va être relargué dans l'atmosphère et donc participer une fois de plus à ce changement climatique. Donc on voit les enjeux qui sont très très importants. Il est donc, et chaque plante a des composés particuliers, a des formations très particulières et va émettre plus ou moins. Et notre rôle en tant que chercheur, c'est aussi d'aider Atmosud à donner ces valeurs pour qu'il puisse simuler au mieux les formations d'ozone, d'aérosols et mieux appréhender la qualité de l'air. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Catherine. On voit bien que l'évolution du climat a un impact fort sur... et c'est important de voir comment ça fonctionne. Parce qu'en l'occurrence, on voit que la capacité d'absorption du CO2 est très fortement diminuée.
bon, voilà, ça donne à réfléchir. Hein. Et c'est très important de pouvoir estimer comment l'évolution du climat va se répercuter sur la qualité de l'air. Hein. Bon, il y a ce programme européen Climat-ERA aussi, hein, qui permet d'étudier ce genre de choses. Donc on voit bien que la recherche joue un rôle primordial pour avoir un pas d'avance sur les réglementations à venir, mais qui sont indispensables. Nous sommes un État de droit, hein, comme vous le rappeliez, M. Rousseau. Hein. Et donc, il nous faut à un moment donné la réglementation, mais il faut savoir prendre suffisamment d'avance pour pouvoir en fixer de nouvelles. Bon, on a Serge Auvert qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Le programme MICAS, Serge, la tribune, 7 minutes, comme tout le monde. Ouais. Un peu plus haut. Bonjour à tous. Non, ça va? Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ok. Oui, on t'entend très bien. Pierre-Charles, Dominique, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là parmi vous pour les 50 ans d'Atmosud. Félicitations. Quand j'en ai parlé à monsieur le maire de Villeneuve-Loubet, il m'a dit non, c'est pas possible. Et ben, j'ai dit oui, ça fait 50 ans. Ça passe vite. En tous les cas, je vais vous parler aujourd'hui vraiment d'intelligence artificielle, d'innovation. Au départ, le projet MICAS, c'est venu par la population de la commune qui était inquiet par les odeurs de plusieurs décharges et la circulation qu'on avait intensive dans les villages, aussi bien bord de mer qu'au niveau du château. Et on s'est dit comment on peut faire pour faire des mesures, parce qu'on a bien de la modélisation, mais ce qui intéressait aujourd'hui, il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui sont intéressées de savoir qu'est-ce qu'on mesure réellement sur place quand on voit toutes les circulations de poids lourds qu'on a et qui traversent les communes. Et là, on a eu l'idée, on a rencontré Pierre-Charles, Dominique, et avec la commune de Villeneuve-Loubet, on s'est dit, et surtout avec l'ADEV, avec ses chercheurs, enfin nos médecins, on s'est dit, on va voir pourquoi ne pas inventer un système qui nous permet de nous donner, nous afficher en temps réel la valeur de pollution de l'air que nous mesurons. On vous l'a dit dans le courant de la journée, suivant les mesures où elles sont prises, c'est 40 000 morts, 60 000 morts ou 90 000 morts par an. 90 000 décès par an en France. C'est énorme. Donc, on s'est rapproché d'Atmosud et avec Dominique et toute son équipe, on a commencé à penser et on s'est dit, bon, ben on va déjà mesurer les paramètres officiels qui sont le dioxyde d'azote, les microparticules, les PM10, on a rajouté maintenant les 2,5 et également l'ozone. Comment ça marche? Vous avez derrière le totem, et dans ce totem, vous voyez, vous avez un écran où il y a un beau smiley, avec, des fois il rigole, des fois il pleure, des fois il est tout rouge, il s'énerve, et vous avez un message d'information. MICAS veut dire mesure indicative de la qualité de l'air pour la sensibilisation et la santé. Donc on fait passer une information de mesure et une information également, c'est pas toujours la même hein, qui circule, pour essayer d'inciter la population soit à faire du covoiturage, voyez, prendre les transports en commun, ou quand c'est tout bon, aller courir, respirer, c'est le moment de le faire. Là vous avez faites du sport, voilà, c'est un exemple où là, à ce moment-là, on n'a pas de pollution. Sur le haut de l'afficheur, vous voyez, vous avez une boîte triangulaire. Cette boîte triangulaire, c'est à l'intérieur que vous avez les capteurs. Vous avez les capteurs qui mesurent donc ces 4 paramètres. On aurait pu en mettre plus, mais c'est déjà pas mal. Et ces mesures sont faites pratiquement toutes les 2 ou 3 secondes. C'est-à-dire que ce sont des mesures permanentes. Vous avez une antenne au-dessus. Les informations partent, donc c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. On envoie toutes ces informations dans un cloud. Comme c'est des capteurs anglais, c'est des capteurs d'Acumèche très précis,
Ces informations sont envoyées sur un ordinateur. On a une analyse qui est faite et qui va nous dire, par rapport au seuil, ça peut être les seuils OMS, mais là, en l'occurrence, c'est les seuils européens, on va nous dire si on est bon, c'est-à-dire si on est en dessous des 40 à l'heure actuelle sur le dioxyde d'azote, vous voyez, et on va prendre en compte les 4 paramètres qu'on a mesurés, et si les 4 valeurs sont inférieures au seuil, on va avoir une information qui va vous dire c'est bon, c'est vert, vous pouvez respirer. Maintenant, si vous avez un paramètre qui est mauvais, à ce moment-là, on va vérifier dans quelle mesure, dans quelle proportion il est, si c'est extrêmement grave ou pas. Ça pourrait être une information orange qui va vous dire attention, il y a un problème, ou ça pourrait être une information rouge en disant attention, là c'est impossible, il faut arrêter, quoi. Et c'est vraiment très important, notamment pour les gens, parce que vous voyez sur le côté, les gens qui font du vélo, vous avez tout un parc de sport, vous avez beaucoup de gens qui courent, qui font du training. C'est vraiment important pour eux de connaître exactement quand ils font du sport, par exemple, savoir comment est l'air dans l'endroit où ils vont justement s'exprimer. Vous avez donc là le panneau, mais vous avez associé au panneau une application aujourd'hui qui est disponible et qu'on a mis en place avec les services, l'intelligence des ingénieurs d'Atmosud. Je vais vous faire la démonstration en direct. Vous voyez, je veux partir, je veux savoir où c'est. Mais voilà, là en ce moment, voilà, en direct, je peux vous dire sur la route où on mesure au village que l'air est bon et respirable. Et je peux vous donner les valeurs, 7 microgrammes pour le PM10, 1 pour les 2,5, ozone 1 microgramme et le dioxyde d'azote 11 microgrammes. Et ça, vous les avez en direct. Alors, moi, bien sûr, on n'est pas là pour prendre des sanctions. C'est-à-dire, on ne va pas interdire, ce n'est pas notre rôle. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est informer. Ce projet donc, a été développé avec l'association que je représente, l'association de défense environnement de Villeneuve-Loubet. Nous sommes une association qui a été créée en 2000 et qui est agréée de la protection de l'environnement sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes. Ce projet a été retenu dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère. Il fait partie des fiches du plan de protection de l'atmosphère des Alpes-Maritimes. Il a eu déjà pas mal de récompenses au niveau des prix territoriaux, au niveau national et même au niveau du conseil départemental. Le but, bien entendu, c'est essayer d'en remettre dans d'autres endroits, parce que je sais qu'il y a beaucoup de communes qui souhaitaient mettre en place ce genre de système. C'est faisable. Maintenant, il faut trouver, c'est peut-être plus dur de le rentrer en production, mais en tous les cas, je pense, c'est quelque chose de nouveau. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un compteur, et on a pratiquement 300 personnes par jour sur la commune qui se connectent sur les serveurs pour voir exactement ce qu'il en est. Donc je peux vous dire aujourd'hui qu'au départ, les gens pensaient que c'était pas... Oui, bon, c'était une information, point barre, mais c'est pas que ça. C'est que quand ça marche pas, on vient, on vous dit pourquoi il marche pas. Et maintenant qu'il marche, ils sont tout le temps en train de se connecter. Donc voilà, moi je vous dis... faites-en autant, je ne sais pas, mais je pense que c'est intéressant et merci à Atmosud parce que ce projet, j'insiste, il a été fait en partenariat avec la commune de Villeneuve-Loubet, Atmosud et l'association. Tu vois, tu es pile à l'heure. Bravo. Merci à Serge parce que il a fallu son opiniâtreté pour nous remettre chaque fois en selle parce que bon, on a pas mal de problèmes techniques avec des prestataires. C'est pas simple. Hein. Alors vous avez compris. Mesures indicatives. Hein. On est bien dans le cadre de micro-capteurs fiables, très fiables. Par exemple, certains ont été testés sur place en comparaison avec nos analyseurs de référence, hein, mais ça reste une indication. Hein, comme l'évoquait M. Rousseau, nous sommes en état de droit, il y a de la réglementation, il y a des mesures, par exemple, qui sont opposables à partir du moment où on les diffuse. C'est le cas de ce qu'on mesure sur nos stations fixes, hein, avec les analyseurs de référence. Vous avez ici des analyseurs qui sont extrêmement performants, mais ils ne rentrent pas dans le même cadre. Hein, on est dans de l'indication. C'est un peu ce qui est fait avec ICARE, que vous avez pu voir, où il y a l'ensemble des polluants. Hein, voilà, ça, c'est pas cadré.
Hein, pour faire du réglementaire, il faut du COFRAC, hein, de la certification. Bon, je ne sais pas si on va tout de suite passer à la suite. Par contre, Richard, 1 minute, s'il te plaît. Hein, et puis, on va appeler Daniel Moatti, on va appeler Robert Assante. Hein, et puis... oui, vas-y, Richard. Alors, nous ne sommes pas dans l'indicatif, nous sommes dans le respect de la loi. Ce matin, on a eu 2 cas, hein, que ce soit le cas pour Saint-Chamas, où c'est organisé sans la loi, et les carrosseries, c'est également organisé sans la loi. Sur le trafic automobile, vous avez l'infraction à la Toulouse, qui est déterminée, c'est les gens savent très bien qu'ils sont hors la loi, et ils vont polluer parce qu'ils ne vont pas prendre la Toulouse. Donc, ça fait déjà quand même quelques années qu'Infosud essaye des radars anti-pollution. Nous avons les ZFEM. Moi, ce que nous attendons fermement, c'est que l'on mette ces positions techniques, pas pour faire à titre indicatif, mais pour aller sanctionner ceux que la loi, ça ne les a pas. De toute façon, ils ont pris la position de ne pas la respecter. C'est lié à la surveillance, je suis d'accord avec toi. Hein, on voit bien qu'il y a quand même l'opposabilité de mesures, c'est quand même... Moi j'ai l'habitude de ce qu'on pouvait mesurer en laboratoire de recherche. Bon, on ne pouvait pas faire de la prestation, ce qui nous aurait amené un peu d'argent, parce qu'on n'était pas COFRAC. Hein, mettre en place un processus COFRAC, c'est très lourd et très coûteux. Denis, tu veux nous rejoindre, s'il te plaît, pour la PPA, parce que c'est bien, ben on vous libère pour une histoire extrêmement importante, hein, pour le développement de la question qualité de l'air, de son suivi par les scientifiques, les médecins, et puis actuellement l'activité, hein, de la PPA que tu présides, la PPA nationale que tu présides, hein, qui mène encore une activité très, très fructueuse. Puis cette belle revue pollution atmosphérique, hein, dont on a eu l'occasion d'échanger sur laquelle on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois. Daniel Moatti, il est là. Daniel, tu es au pupitre.